1947, Servir l'État français, un livre qui est présenté par notre libraire, que je remercie également de nous accompagner encore une fois dans ces rencontres à la médiathèque, donc Gilles Lacour. Servir l'État français, qui était donc la publication de la thèse de doctorat conduite sous la direction de Jean-Pierre Azéma, l'historien que nous connaissons. Et à la suite en fait, de cette publication, Marc-Olivier Baruch a été sollicité avec d'autres historiens pour participer, témoigner, expertiser lors du procès de Maurice Papon, donc, un moment important de notre histoire. Donc M. Baruch est spécialisé dans l'histoire de l'État et la fonction publique au XXe siècle, discipline qu'il enseigne à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, où il est directeur d'études depuis un certain nombre d'années. Il a publié d'autres livres que Servir l'État français depuis, bien sûr, mais c'est vrai que notre sujet était de traiter, dans le cadre de cette exposition, celui de l'administration pendant la période de l'occupation, un sujet qui nous semblait quand même particulièrement important et incontournable dans un département comme celui de l'Allier, même si nous ne sommes pas à Vichy, nous n'en sommes quand même pas très loin. C'est un sujet qui, bon, évidemment, touche toute la France, mais peut-être encore un peu plus notre département. Et Servir l'État français reste un titre de référence sur le sujet, et donc M. Baruch, un expert incontournable. Donc c'est voilà, la raison pour laquelle nous lui avons proposé d'intervenir à la médiathèque. Donc je vais lui laisser la parole pour cette conférence sur l'administration française de 1940 à 1944. Pour qui? Pourquoi? Un temps d'intervention qui sera suivi d'un temps pour des échanges. Voilà, vous aurez le temps. Et puis bien sûr aussi un temps d'échange auprès de notre libraire, puisque les livres sont à la vente. Et M. Baruch pourra consacrer quelques signature, moments. Oui, j'ai apporté le stylo, deux outils indispensables. Et avant de vous laisser la parole, je souhaite également remercier la directrice de cabinet de Monsieur le Préfet de l'Allier, qui est présente avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, madame. Merci à la médiathèque de Moulins de m'inviter. La médiathèque de Moulins, qui s'appelle, vous savez mieux que moi, de manière tragique, médiathèque Samuel Paty. C'est évidemment un élément d'émotion supplémentaire pour cette conférence, pour un historien, donc de rendre l'hommage qui est dû par toute la nation, mais peut-être encore plus par la profession des historiens à ce jeune collègue victime de forme de barbarie. Alors, l'administration française de 1940-1944, pour qui, pourquoi? Le titre pose des questions, et ces questions, je vais essayer de les détailler en 3 blocs. D'abord, qu'est-ce qui fait? Et alors, évacuons tout de suite un point qui est le régime de Vichy. Alors effectivement, une des toutes premières conférences que j'ai faites à la FNAC Saint-Lazare, il y a vraiment longtemps, au siècle et au millénaire précédent, on me dit, mais enfin, régime de Vichy, il faut arrêter. Et vous savez, bon, on ne peut pas faire que ce qui était n'ait pas été. Donc le régime est resté là, mais il s'en est fallu de peu. Vous le savez, si vous ne le savez pas, lisez cet excellent livre dont Madame la directrice qu'elle vient de citer. Il s'en est fallu de peu que ce régime ne fût le régime de Versailles. Parce que tout était prêt en début de décembre 1940, pour que Pétain, le maréchal Pétain lui-même, soit à Versailles, le gouvernement, quelques ministères régaliens soient à Versailles, le gouvernement soit à Paris. Les Allemands avaient prévu un corridor, et donc il y aurait eu un régime qui serait passé par Vichy, un gouvernement, et puis qui se serait installé à Paris, à Versailles. Et après tout, le régime de Versailles, compte tenu de ce que Versailles fut dans l'histoire de la France, peut-être eussent été plus, je ne sais pas si on peut dire juste, mais enfin, voilà, on ne parlerait pas, il n'y aurait pas associé au nom de Vichy, qui n'y est évidemment pour rien, ce souvenir et ce moment sombre de l'histoire française. Et puis, c'est à ce moment-là que Pétain et certains autour de lui ont décidé de chasser Pierre Laval. Donc le 13 décembre 1940, il y a eu cette sorte de révolution de palais qui a énormément déplu aux Allemands. Et en plus, c'était le moment où les cendres du duc de Reichstadt, le fils de Napoléon, ont été rendues par l'Autriche, donc par les nazis, le Reich nazi, à la France. Donc grande cérémonie au flambeau, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc les Allemands
stoppé là, et le régime, il n'y a pas eu de régime de Versailles, et il y a un régime de Vichy, donc je me permettrai, vous me pardonnerez de temps à autre de parler de Vichy. C'est l'État français, mais si on dit aujourd'hui l'État français, les gens ne savent plus très bien ce que c'est, ils pensent qu'on parle de l'État d'aujourd'hui. Alors, trois questions quand même, si on revient à ce monde de l'administration, de la fonction publique, de ces serviteurs de l'État. Comment et pourquoi ces fonctionnaires de la République, républicains, patriotes, se sont adaptés à cet ordre nouveau, doublement exceptionnel évidemment du fait de l'occupation, mais l'occupation s'applique à une très grande partie de l'Europe continentale, mais exceptionnel aussi parce que, à la différence de ce qui a pu se passer en Belgique ou aux Pays-Bas, était installé un gouvernement légitime, en tout cas présentant toutes les apparences de la légitimité, souverain, ou en tout cas revendiquant tous les éléments de la souveraineté, mais qui se proposait ouvertement de rompre avec 70 ans de pratique républicaine, 70 ans auxquels ces fonctionnaires, cette fonction publique dans son ensemble avait été associée et dont elle avait été, d'une certaine manière, une maîtresse d'œuvre. Et donc la facilité de l'administration à se couler dans ce moule de l'autoritarisme, de la dictature, n'est évidemment pas sans poser problème, même si il ne faut jamais minimiser l'effet de déroute, de sidération. C'est une défaite militaire, c'est une défaite politique, c'est aussi une défaite intellectuelle, et sans doute, plus qu'une défaite, un délitement social considérable. Deuxième question, deuxième question dans l'ordre chronologique, parce qu'elle correspond aussi au choix politique du régime, l'implication de l'administration française dans la collaboration, plus importante évidemment pour certains ministères que pour d'autres. Et on pense bien sûr à la police et aux forces de maintien de l'ordre. Quand et à partir d'une certaine manière de quel seuil, de quel acte irréversible, faut-il considérer que servir face à l'ennemi, c'est le nom d'un des volumes des souvenirs du ministre des Finances, Yves Boutillier, servir face à l'ennemi. À quel moment servir face à l'ennemi, au fond, ça devient servir l'ennemi, du fait de cet choix politique de la collaboration. Et puis, troisième question, et qu'on peut sans doute insérer dans une histoire plus longue. Je suis historien du fonctionnement de l'État au XXe siècle, surtout en France, mais globalement dans les démocraties occidentales. Dans quelle mesure le pouvoir politique a-t-il su, a-t-il voulu se faire obéir de ses agents et leur faire accepter ses choix politiques et son mode de fonctionnement de l'État, et en sens inverse, quel type de réaction, je n'ose pas parler franchement de résistance, mais d'opposition, de freinage, en d'autres termes, quelle autonomie, quelle marge de manœuvre, ce corps de la fonction publique, ces corps. Il ne s'agit pas évidemment d'un ensemble homogène. Quand on dit l'administration et l'apostrophe, la fonction publique, c'est une simplification. Nous sommes sur des mondes, et à l'époque sans doute encore plus que maintenant, des mondes stratifiés, des mondes feuilletés, des mondes organisés, bureaucratisés bien sûr, mais ça c'est presque essentiel, ça fait partie de l'essence de l'administration, mais entre le bas, il y a des ouvriers de l'État, beaucoup à l'époque, il y en a sensiblement moins aujourd'hui, mais entre les gens tout en bas de la pyramide et le haut, les préfets, les gouverneurs, les ministres, les différences, évidemment les différences politiques, les différences de sensibilité, les différences sociales sont considérables. Alors pour répondre, ou tenter de répondre à ces trois questions, je voudrais aborder, je vous incite à lire la thèse, je ne vais pas ni la refaire ici, ni même tenter la soutenance, mais je vais essayer d'apporter 4 éclairages qui seront à peu près chronologiques, mais pas forcément complètement. Et peut-être, Marc Bloch disait que
l'historien est comme l'ogre de la fable, il aime la chair fraîche. Donc j'essaierai de temps en temps de vous citer des noms de personnes que vous connaissez pas forcément. Alors bien sûr, René Bousquet, on le connaît, mais Maurice Lagrange ou Jean Jardel, des fonctionnaires types, on les connaît moins. Donc quatre moments. Le premier, et ça correspond d'une certaine manière au moment politique du régime. On est sur un régime qui dure 50 mois, ce qui est finalement assez peu, mais la chronologie joue beaucoup. Un mot apocryphe, parce qu'on a beaucoup prêté de mots au général de Gaulle, mais on parle un jour au général de Gaulle du général Juin, en disant que Juin, c'est quand même un très grand résistant. Il dit oui, vous avez raison, mais Juin de quelle année exactement? Donc là, c'est pareil. Il faut, quand on parle de quelque chose, vraiment se dire on est dans tel... C'est à la fois un régime qui garde ses choix, qui ne modifie pas ses choix, alors même que la guerre et même le fonctionnement intérieur, la répression s'accentue énormément. Le régime reste fidèle à ces deux choix, la présence, être sur place, pour mener une politique de redressement national. Donc c'est le grand choix de juin 40, capitulation ou armistice. L'armée refuse la capitulation, donc le gouvernement ne part pas à Alger. C'était un scénario possible. Donc il s'agit de rester, et rester certes pour protéger les populations, mais surtout, et Pétain le dit d'emblée, le 16 juin 40, rester pour rebâtir cette maison démolie par tant d'années de laisser aller. Je n'entre pas dans la propagande, vous en avez quelques exemplaires de l'autre côté de la cloison. Donc, premier choix, et puis le deuxième choix qui va suivre, c'est celui de la collaboration, bien sûr, et la conjonction de ces deux choix mènera à un certain nombre de conséquences. Alors là, la première étape, malgré tout, et on peut considérer qu'il y a un peu des groupes plus ou moins influents selon les périodes. La première, c'est l'installation du régime, le deuxième semestre 1940, influence forte de l'action française, le garde des Sceaux, Raphaël Alibert, auteur du statut des Juifs, et donc importance des deux séries de métaphores, la métaphore de la reconstruction, et puis une métaphore plus douteuse, plus pénible, la métaphore hygiéniste. Disant le corps social français a failli mourir, il a fallu extirper. Alors extirper le bacille, vous connaissez tout cela, le bacille Béthec, le bacille juif, le bacille maçon, ça c'est l'idéologie et la rhétorique de l'action française. Dans le monde auquel nous nous intéressons aujourd'hui, celui de l'administration, on va faire la même chose, mais on ne va pas utiliser ces métaphores quand même très politiques. L'administration fait des choses, et fait des choses violentes, mais les fait de manière plutôt feutrée, ou en tout cas dans ce style administratif qu'il suffit de feuilleter, et il suffit de feuilleter le journal officiel d'hier, d'aujourd'hui, de demain, pour avoir un exemplaire de ce style administratif. Ça n'en reste pas moins extrêmement violent. Lorsque le 18 octobre 1940, un certain nombre de personnes liront, c'est la page 5223 pour les amateurs du journal officiel de 1940, et regarder comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive, et regarder comme juif, la loi, l'œil de la loi regarde et vous dit, vous pensiez que vous étiez un fonctionnaire, vous pensiez que vous étiez un professeur, ben non, vous êtes un juif qui se trouve exercer la fonction de fonctionnaire ou de professeur, et qui d'ailleurs va cesser de le faire, c'est l'objet de la loi. Donc ça reste un style extrêmement brutal et effectif, mais on n'est pas dans la logorée, la rhétorique de l'action française. Donc cette première époque, je l'appellerais la révolution nationale administrative, c'est-à-dire que pour l'État, parce que l'État c'est très important, une des causes, et d'une certaine manière c'est presque un des seuls points communs entre De Gaulle et Pétain, l'un comme l'autre, et leurs entourages considèrent qu'une des causes majeures de la défaite, c'est l'affaiblissement ou l'absence totale d'existence d'un État digne de ce nom. Vous connaissez le mot de Gaulle, là encore, à la Libération, il le raconte dans ses mémoires, quand Albert Lebrun, le président de la République,
qui a été élu en 1939, donc qui est en principe président jusqu'en 1946, vient voir De Gaulle et lui dit en général, j'ai bien réfléchi, finalement, je ne vais pas demander à exercer mes fonctions de président de la République. Il me semble que vous êtes plus qualifié. De Gaulle dit, c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Il dit, je raccompagnais ce brave homme jusqu'à la porte. Finalement, seulement 2 choses lui avaient manqué pour qu'il pût exercer ses fonctions de chef de l'État, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Donc, et du côté, donc à Londres, mais aussi à Vichy, l'idée, il faut vraiment, et c'est pour ça que s'intéresser à l'administration est, me semble-t-il, important, il s'agit vraiment de bâtir la France autour de son État, ou de revenir à cette tradition qui est que la France est une nation qui, par les 43, etc., mais même par la Révolution française, s'est structurée autour de son appareil public centralisé, pas du tout, comme ça pourrait être le cas, je ne sais pas, en Saint-Empire, en Belgique, dans les pays du Nord ou en Grande-Bretagne, pas du tout autour des franchises communales. C'est vraiment en France le centre, l'État qui a voulu la nation, et donc il va falloir, dans ce moment de reconstruction, restructurer cet État pour restructurer la patrie, la nation. Donc, première époque. Ensuite, je crois qu'il faut arriver à ce qui a été le moment fort de la technocratie. Le terme est un peu anachronique. L'homme fort du régime à ce moment-là, c'est l'amiral Darlan, donc ministre de la Marine, qui profite du fait de cette révolution de palais de décembre 1940 et donc de la mise aux oubliettes provisoires de Laval pour affirmer son pouvoir. Et autour de lui, c'est véritablement, j'ose pas dire Vichy-État, mais c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée qu'on a beaucoup de choses à bâtir, et de fait, des réformes importantes du fonctionnement de l'État datent de ce moment, Darlan, qui est aux affaires de février 1941 à avril 1942, donc là encore un temps assez bref, mais des réformes telles que la construction d'une police nationale date de cette époque. Jusque-là, la police n'était nationale, bon, bien sûr à Paris, compte tenu de l'importance dans un État aussi centralisé de la France que la France de la capitale, à Lyon, à Marseille, dans certaines communes de la banlieue parisienne, mais dans l'essentiel du territoire, la police était municipale. Donc c'était le maire qui recrutait, notait, révoquait le cas échéant les policiers. Ce n'était pas un modèle d'intégrité ou d'efficacité de la police, et le préfet n'avait pas son mot à dire sur le fonctionnement policier. Donc ça nous semble très étranger. C'est une réforme récente, enfin 1941, c'est pas si récent que ça, mais c'est pas non plus... toutes les institutions françaises datent de la Révolution quand elles ne datent pas de Louis XIV, mais donc celle-ci est une institution récente, la police nationale. Et donc, autour de Darlan, c'est, alors que les fonctionnaires ont pu craindre durant la première époque d'être, d'une certaine manière, dépassés ou contournés par les éléments qui sont aussi les plus réactionnaires du régime, et notamment ce groupement d'anciens combattants. Le régime avait dissous toutes les associations politisées d'anciens combattants. Les anciens combattants étaient groupés par affinité politique pour les remplacer par un organe unique, la Légion française des combattants, organisée à la fois au niveau central et au niveau départemental, et dans les premiers temps du régime, parce que les politiques, le gouvernement se méfie de ces fonctionnaires qui ont au fond si bien servi la République. Il y a l'idée qu'il faut les contrôler, les encadrer presque par la Légion, et les représentants, le président départemental de la Légion, qui est un notable, très conservateur, parfois qui a tenté sa chance aux élections de 32 ou 36 et qui n'a pas été élu parce que le pays n'était pas assez à droite pour les élire, et bien les préfets se sentaient assez mal à l'aise. Avec Darlan, là, il n'y a plus d'histoire, c'est vraiment l'appareil d'État qu'il faut renforcer, qu'il faut tenir, qu'il faut museler. Il y a autour de... Ce régime est toujours
composite, hein. Il y a des tensions, il y a des tensions très fortes autour de la politique de la jeunesse. Dans la France de l'époque, la France catholique de l'époque, ou en tout cas dans laquelle l'influence de l'Église est forte, les mouvements de jeunesse, le scoutisme et autres sont largement inspirés par l'Église ou par les églises. Hein. Vous avez dans l'exposition une photo des éclaireurs israélites présentés à Pétain, donc des mouvements confessionnels, ou même je ne sais plus comment s'appelaient, les mouvements de scoutisme non affiliés à une église, mais donc organisés plutôt autour des confessions. Et face à cela, il y a une tentative forte, encouragée évidemment par l'occupant allemand, de mouvements non confessionnels et fascisants. Donc avec l'idée, le stock, on fait avec, les jeunes, ce sont eux qui sont l'avenir du pays, et c'est eux qu'il faut former, et former à un ordre nouveau. Et donc, autour, il y a deux hommes qui, durant le régime de Vichy, sont assez caractéristiques de cette tendance fasciste. C'est le ministre de l'Intérieur, Pierre Pucheux, ministre de l'Intérieur entre juillet 1941 et avril 1942, qui vient de l'extrême droite PPF, hein, c'est un parti populaire français. Et puis le ministre de l'Éducation nationale d'après 1942, Abel Bonnard, académicien de salon, très admiratif au fond de certains types d'ordre, notamment de politique de la jeunesse, du nazisme. Et puis vous avez bien sûr la frange policière et ce que sera la milice et Dardan. Donc vous voyez, c'est un régime conservateur par essence, dans lequel les influences de l'Église existent, avec des tensions, des tendances fascisantes, et puis tout cela, puisqu'un régime n'est rien, un pouvoir n'est rien sans l'appareil administratif qui doit mettre en œuvre ces décisions, toutes ces tensions vont peser ou venir s'appliquer au monde de la fonction publique, mais qui, lui, a son propre agenda, qui est de se renforcer sa puissance. Il est débarrassé des parlementaires. Le régime a mis en congé les parlementaires, donc c'est le gouvernement qui fait la loi. Nous sommes dans une dictature, il y a une confusion des pouvoirs. Donc cette année, cette longue année, hein, de février 41 à disons début de l'été 42, va être le moment où l'administration tente véritablement de s'implante, s'ancrer, augmente son pouvoir avec la bénédiction donc de l'homme fort du régime et de son entourage, donc de l'amiral Darlan. Et si j'ai du temps, je dirais un mot de personnage dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, Jean Jardel, qui était un fonctionnaire important de l'avant-guerre. C'était le directeur du budget. Le directeur du budget, c'est celui qui dit oui ou non à toutes les demandes des ministères. Donc c'était un homme important, et il avait été choisi par le Front populaire, par Vincent Auriol, le ministre des Finances du Front populaire, parce que le précédent directeur était considéré comme trop réactionnaire. Il s'appelait Yves Boutillier, et cet Yves Boutillier, c'est lui précisément qui sera le ministre des Finances de Vichy. Donc Jardel ne restera pas, puisqu'il a succédé à Boutillier, il n'y avait pas une grande amitié entre les deux hommes, il ne restera pas directeur du budget. En revanche, il va devenir secrétaire général du gouvernement. Le titre à l'époque n'est pas exactement celui-là, mais c'est-à-dire l'homme chargé de toute la coordination politico-administrative du régime. Si on interroge le secrétaire général du gouvernement, il dira qu'il est chargé de la coordination administrative, mais à de si hauts postes, cette fonction est une fonction très politique. Et donc c'est un homme dont j'essaierai de vous dire un mot. Troisième époque, là avec le retour de Laval, les Allemands demandent le retour de Pierre Laval au printemps 1942 parce que, alors que Darlan a donné des gages importants en matière de collaboration, les Allemands ne sont pas satisfaits, puis Laval est un homme qui sait manœuvrer et œuvrer dans la coulisse, donc il persuade les Allemands que lui impliquera la France largement plus dans la collaboration. Il est clair qu'au printemps
1942, il s'est passé pas mal de choses. La guerre est devenue véritablement mondiale, puisque les Allemands dénoncent en juin 1941 le pacte germano-soviétique et attaquent l'URSS, et qu'au début de décembre 1941, l'aviation japonaise bombarde la flotte américaine de Pearl Harbor, et donc la guerre s'étend, puisque les États-Unis et la Grande-Bretagne déclarent la guerre au Japon. Donc, sur le plan géostratégique, militaire, la situation a profondément changé par rapport à l'été 1940. Et sur le plan, j'allais dire, politique ou idéologique, c'est il y a exactement 80 ans, le 20 janvier 1942, que s'est tenue la conférence de Wannsee, la réunion de hauts responsables de l'administration et de la police allemande, lors de laquelle, c'est pas forcément ce jour-là que les choses ont été complètement décidées, mais c'est la réunion caractéristique de la mise en œuvre systématique de l'assassinat de tous les juifs présents sur le territoire placé dans lequel les Allemands ordonnent. Donc vous voyez, on est là sur des tendances, si j'ose dire, très, très lourdes, et c'est face à cela, c'est cela qu'aura à gérer l'administration française, donc, que dirige Laval, et assez vite Laval va accroître même son pouvoir constitutionnel, puisque à partir de novembre 1942, il a lui-même la possibilité de faire des lois, et la politique caractéristique, il y en a deux, mais nous nous souvenons plus et pour cause de l'une que de l'autre, c'est en fond les trains vers l'Est, les trains vers la mort de Juifs, les trains vers le travail des classes jeunes de Français. Je parle assez peu des Françaises qui furent volontaires, mais les Allemands insistent beaucoup sur les deux éléments, l'assassinat des Juifs et la priorité idéologique de Hitler. Le travail obligatoire est une nécessité économique et donc militaire pour l'Allemagne. Et ce sont ces deux politiques que les forces de police françaises auront à mener, parce que le gouvernement français fait le choix d'aider les Allemands dans ces deux politiques. C'est évidemment René Bousquet. Le procès dont on vous a parlé tout à l'heure fut celui de Maurice Papon. Si René Bousquet, dans des circonstances assez étranges, n'avait pas été assassiné par un homme un peu dérangé, son procès aurait été plus significatif. Enfin, les deux sont significatifs, mais Bousquet était de très loin beaucoup plus immédiatement responsable que n'était Maurice Papon. Bousquet était dans les 20 personnes qui comptaient à Vichy, Papon était dans les 300 ou 500 personnes qui géraient la France. On n'est pas dans le même type de... Ce qui ne veut pas dire que le procès de Maurice Papon n'avait pas de sens. C'était le procès précisément de cette haute administration. Bousquet, c'était le procès du régime et des volontés génocidaires, fût-ce par complicité, de ce régime. Donc là, à ce moment, disons, parlons de l'année 42, du début de 1943, parlons, s'il le faut, de René Bousquet, et parlons donc de cette espèce de pari fou perdu par le régime, qui est de courir derrière sa souveraineté, et c'est au nom de la souveraineté, c'est assez paradoxal, et ça a parfois été mal pris par certains auditoires devant lesquels je traitais de sujets comparables à celui d'aujourd'hui, que Bousquet ni Papon ne sont des antisémites. Ce ne sont pas des gens qui... il y en eut dans le régime, Darquier de Pellepoix, Xavier Vallat, Alibert, sans doute Pétain, moins violemment, sont des antisémites au sens où ils n'aiment pas les juifs, ils considèrent que ce sont des races inférieures, qu'il y en a beaucoup trop en France, que c'est dangereux, qu'ils mènent le pays à la ruine par leur influence dissolvante. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours d'antisémitisme. Bousquet, pas du tout. Bousquet, c'est un homme de centre-gauche. Papon, c'est un homme, c'est un caméléon parfait, il a toujours la tendance politique de son époque. Donc il est de centre-gauche. Il est dans un cabinet de Front Populaire avant la guerre, on l'oublie. Il est pétainiste sous Vichy, il est 4ème République sous la 4ème République, il est gaulliste sous le gaullisme, c'est parfait.
Bousquet, il est centre-gauche, hein, il est radical, il est proche, il vient du sud-ouest, il est proche des frères Sarraut. Il tue des juifs, il ne les tue pas. Il les donne parce que si on avait demandé, quand on a demandé du charbon, des pommes de terre, des avoirs financiers, l'administration française a donné du charbon, des pommes de terre, des avoirs financiers. Quand on a demandé des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, l'administration française donne des femmes, des enfants, des vieillards. Et ils ne sont pas plus patatophobes qu'ils ne sont antisémites. C'est pas affectif, il faut le faire. C'est pour la France, le maréchal l'a dit, c'est nous qui avons raison. Enfin, il y a toute des mémoires. Je veux dire, le grand rabbin, le chef de l'église réformée, le pasteur Bugner, va voir Bousquet au moment des rafles en disant « Vous savez très bien ce qui se passe ». Et Bousquet dit deux choses. Bousquet dit « C'est pas du tout ce que vous pensez. Les Juifs n'ont pas de rapport à la terre et donc on va les Allemands, avec notre collaboration, les amène là-bas pour qu'ils travaillent un peu, qu'ils se rendent compte de ce que c'est. » Et donc Bugner dit « Je lui parlais massacre, il me répondait jardinage ». Et d'autre part, Bousquet lui dit « Oui, vous, monsieur le pasteur, je comprends très bien. Le rôle des églises est de s'émouvoir, notre rôle à nous est d'agir. Ce que nous faisons aujourd'hui sera notre plus grand titre de gloire. » C'est en quoi il se trompait. Mais bon, ça montre, il faut lire ces mémoires, et il faut les lire, j'allais dire, c'est le rôle de l'historien, c'est ce que j'essaie d'écrire dans le petit texte là, il faut le lire sans lunettes préconçues. Ces gens, d'une certaine manière, font leur métier de manière complètement dévoyée. Et puis bon, il y a des ambitions personnelles, il y a des ambitions de service, toutes choses assez normales, assez humaines. La question, on le verra, c'est qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir, sans doute, ils ne sont pas idiots, ils ne veulent pas voir les conséquences de leurs actes. Et quatrième éclairage, précisément dans les mêmes époques, 43, montée en puissance sans doute un peu courant 42, plus encore après novembre 42, le débarquement allié en Afrique du Nord et la suppression de tout ce qui restait de symboles et d'effectivité, de puissance militaire à la France. La flotte se saborde à Toulon, l'armée qui était de 100 000 hommes se réduit à un seul régiment. Donc là, le pays n'a presque plus, le régime n'a presque plus d'attributs effectifs de souveraineté. Donc là, montée en puissance dans le pays, et aussi, mais c'est ce et aussi qui pose question dans l'administration, dans la fonction publique, parce que le calendrier n'est pas le même et les modalités ne sont pas les mêmes. Quels sont ces modèles d'opposition, ces formes d'opposition, masquées ou pas, de double jeu, d'attentisme, qui se manifestent dans la fonction publique. Donc voilà un peu les quatre grandes approches, les quatre questions. Donc revenons à la première, cette idée de régénérer le pays. Donc traumatisme de la défaite, nécessité tout à fait concrète de remettre le pays en état de marche. Après, la campagne de France n'est pas une plaisanterie, il y a près de 100 000 morts. Donc compte tenu de la brièveté, l'attaque allemande commence le 10 mai 40, l'armistice est signé le 22 juin, donc un temps très bref. Il y a des choses à reconstruire, à rebâtir. Il y a plus d'1 million d'hommes prisonniers de guerre. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, face à cette sorte de méfiance, puisqu'il s'agit de nouvelles équipes, à quelques exceptions près, très peu des membres du gouvernement ont déjà participé à des gouvernements. Donc il y a Pierre Laval, il y a le ministre de l'Intérieur, Adrien Marquet, mais les autres sont des professionnels, un professeur à l'éducation, un général à la guerre, un inspecteur des finances à l'économie et aux finances. Tous les gens qui n'ont pas d'expérience du fonctionnement d'un pays. Et donc, le premier réflexe est un réflexe, si on prend l'expression familière de la carotte et du bâton, c'est vraiment un réflexe bâton. D'abord, un discours fort de culpabilisation.
Je disais tout à l'heure que De Gaulle et Pétain partageaient le constat de la débilité, au sens latin du terme, de l'État, mais De Gaulle insistait, et à mon sens assez naturellement et à juste titre, sur le fait que c'était malgré tout d'abord une défaite militaire. À Vichy, moins. Paul Claudel note dans son journal, c'est extraordinaire, à Vichy, on ne croise que des galonnés et tous se sentent très bien. Ils ne voient pas du tout leur responsabilité dans ce qui a pu se passer. Non, au contraire, c'est les instituteurs. Les instituteurs qui, par leur enseignement pernicieux, pacifiste, c'est vrai que le pacifisme existait, et il peut se comprendre après ce que fut la Première Guerre mondiale. Donc, discours de culpabilisation contre donc les instituteurs qui auraient été lâches, qui se seraient pas battus, c'est évidemment de la calomnie pure, mais globalement contre les fonctionnaires, les troupes de l'Ancien Régime. Et donc cette rhétorique, évidemment, de l'Ancien et du Nouveau sera importante, notamment dans cette toute première époque. Et pour cela, il n'y a pas que le discours, il y a des actes. Le régime, vous le savez, date le vote des parlementaires du 10 juillet, les actes constitutionnels du 11. Donc vraiment, le régime est installé le 11 juillet 1940, juridiquement. Dès le 12, une loi va exclure des cabinets ministériels, donc un petit entourage des ministres, les personnes nées de pères non français. C'est là. Les premières lois du régime, qu'est-ce qu'on fait? On dit « Nul ne pourra être membre d'un cabinet ministériel s'il est né de père non français ». Ça paraît un peu technique, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, de père non français, ça ne veut pas dire de père américain ou belge. Ça veut dire juif roumain, juif polonais. Et c'est l'idée que derrière Léon Blum le juif se cache toujours, de toute façon. C'est pour ça qu'il faudra un jour le marquer, le jaune. Il y a un texte assez horrible, on trouve sur Internet, sur YouTube, d'une conférence faite à Paris en 1941 par des Français nazis, un institut d'études des questions juives, une conférence qui s'appelle « Si les Juifs avaient la peau bleue ». Évidemment, si les Juifs avaient la peau bleue, les choses seraient tellement plus simples, puisque les bons Français reconnaîtraient tout de suite la menace, mais malheureusement, les Juifs n'ont pas la peau bleue, il a donc bien fallu les marquer. Et donc, le 12 juillet 1940, on dit Blum avait truffé le gouvernement de créatures étranges, douteuses, juives, et donc né de père. Donc c'est vraiment cette idée que dans l'ordre le plus haut, alors on imaginait assez mal que les ministres de Vichy allaient prendre comme conseillers des juifs. Mais enfin, à l'époque, l'antisémitisme n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et cette loi du 12 juillet est élargie, donc le cabinet c'est un tout petit monde là très politique, le 17 juillet c'est élargi à l'ensemble de la fonction publique, c'est-à-dire il est impossible d'être payé par l'État, fonctionnaire de l'État, si on est né de père non français, et avec des possibilités de dérogation par décret en Conseil d'État, mais des dispositifs très, très lourds. Et ça va durer, ce dispositif sera maintenu jusqu'à la fin de la guerre. On trouve encore, et par exemple, moi j'ai trouvé dans les archives dossier d'une fille de salle, ça doit être ce qu'on appelle aujourd'hui une aide-soignante, de l'hôpital de Menton qui est exclu. Menton est tout près de l'Italie, donc il est possible que je ne sais pas quel âge avait cette femme en 1944, mais que quand elle est née, son père était encore italien, et bien elle était une menace grave pour la sécurité de l'État français. Vous voyez cette politique vraiment d'exclusion. Le même jour, 17 juillet 1940, une loi sur le relèvement de fonctions permet au gouvernement, sans motivation, de relever de ses fonctions tout agent qu'il estime menaçant. Donc c'est un outil fort. Il est pris pour une durée de 3 mois, donc de juillet à octobre, et puis il sera renouvelé de 3 mois en 3 mois. Et la dernière fois, ce sera, je pense, en 1941, on dira jusqu'à la fin des hostilités. Donc c'est l'idée qu'il y a là des gens, et notamment, alors le régime déteste 2 catégories de fonctionnaires, il déteste beaucoup, mais il déteste les syndicalistes, les fonctionnaires syndicalistes. Le syndicalisme, en plus, avait un statut étrange, c'était pas véritablement reconnu, mais c'était toléré. Donc là, au moins, les choses sont claires, ce sera interdit, et beaucoup de syndicalistes seront comme ça relevés de leurs fonctions avant d'être révoqués. Et puis le régime n'aimait pas beaucoup non plus les ménages de fonctionnaires.
Vous savez, un fonctionnaire ça va, deux fonctionnaires, bonjour les dégâts. Et donc là, que vraiment quelqu'un et sa femme soient tous les deux fonctionnaires, là c'était un peu lourd. Et donc il y aura une tentative aussi de renvoyer les femmes fonctionnaires, on leur donnera un pécule pour partir. C'est une loi, je crois, d'août 1940. C'était pas extraordinairement habile quand il y avait 1 200 000 hommes prisonniers de guerre. Et donc on verra des institutrices révoquées ou partant, et puis réembauchées comme contractuelles, parce qu'il faut bien quand même que quelqu'un fasse la classe. Donc c'est à la fois ces exclusions, mais presque instinctives. Vous savez, donc, au bout d'une semaine, ce sera au mois d'août les textes contre les francs-maçons. Il sera interdit à des fonctionnaires d'appartenir à la franc-maçonnerie, et un an plus tard, donc les fonctionnaires devront certifier qu'ils ne sont pas maçons. Un an plus tard, le régime ayant mis la main sur les archives des loges, on publiera des listes de membres des loges, et lorsque des fonctionnaires auront, tout en jurant qu'ils n'avaient jamais été francs-maçons, eh bien, ils sont sur les listes des loges, ceux-là seront révoqués. Ce sera le cas de plusieurs préfets, notamment. Le 3 octobre, donc un peu plus tard, 1940, c'est la loi portant statut des Juifs, donc qui interdit, donc avec cette définition que je vous ai donnée, la définition un peu aberrante, puisque est juif toute personne issue de 3 grands-parents de race juive. On ne sait pas ce que c'est que la race juive, mais donc c'est une loi très tautologique, ou de 2 grands-parents de la même race, et son conjoint lui-même est juif. Donc c'est à la fois tautologique et absurde arithmétiquement, puisque 0 juif plus 0 juif égale 2 juifs. Si vous me suivez, vous avez 2 grands-parents juifs, vous êtes célibataire, monsieur, vous avez 2 grands-parents juifs, vous êtes célibataire, mademoiselle, aucun de vous n'est juif, vous vous mariez, et bien voilà 2 juifs. Bon, passons là-dessus, le but n'était pas. Et ensuite, l'article 2 interdit toute une série de postes interdits sans dérogation aucune. Certes, le poste de chef de l'État, de ministre, de préfet, de membre du Conseil d'État, d'inspecteur des finances, mais aussi toute la justice, toute la police, tout l'enseignement, tous les postes d'officiers, tous les postes dans l'administration coloniale, qui est importante à l'époque, tout poste dans une entreprise recevant des subventions publiques, donc ça fait quand même... Et cela, on sait depuis que Serge Klarsfeld, il y a... en 2010, a retrouvé des documents qu'on ne connaissait pas jusque-là. C'est Pétain lui-même qui aggrave les interdictions posées par le statut. De là, on verra toute une administration de l'antisémitisme se mettre en œuvre, pas tout de suite. Le Commissariat général aux questions juives, qui est l'instance chargée de mettre en œuvre cette politique, elle est créée à la demande des Allemands, pour s'occuper de ce qui interviendra un an plus tard, l'arianisation économique, pardon des termes, c'est-à-dire la spoliation, au fond, à la fois des avoirs financiers et des entreprises, sans compter le vol des tableaux, le vol des ouvrages, le pillage des appartements. Mais l'arianisation économique, c'est une des fonctions majeures du commissariat aux questions juives. Pour la petite histoire, lorsqu'il s'est agi de trouver un commissaire général aux questions juives, comme c'est les Allemands qui avaient exigé la création de cette administration de l'antisémitisme, ils proposent des noms, et parmi les noms, il y a celui de Louis-Ferdinand Céline. Le gouvernement refuse en disant que ce n'est pas un administrateur, ce qui est certain. On a juste perdu pour les circulaires, mais je ne sais pas ce qu'auraient été des circulaires du commissariat aux questions juives rédigés par Louis-Ferdinand Céline. Alors, et donc avant cette création, et donc lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre cette loi d'octobre 1940, le dernier article dit qu'elle sera mise en œuvre dans les 2 mois qui suivent sa publication, donc on sera à mi-décembre, eh bien ce sont les ministères français, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère des Finances, ministère des Colonies, qui se réuniront et qui, de la même manière qu'aujourd'hui, on doit traiter de tas de politiques, politique budgétaire, politique sanitaire, politique économique, tout ce que vous voulez. Il y a des réunions sous la présidence du Premier ministre, et lorsque ce n'est pas une réunion de ministre, c'est une réunion de fonctionnaires, c'est sous la présidence du secrétaire général du gouvernement,
que je citais tout à l'heure, ou de ses collaborateurs, eh bien l'homme qui fera cela, j'en parle longuement dans la thèse et dans le livre, il s'appelle Maurice Lagrange, c'est un homme conservateur, un membre du Conseil d'État, il est né en 1900, donc il est au milieu de sa carrière, et là, il est vraiment celui qui va construire l'administration nouvelle, il préparera un statut des fonctionnaires, il organise systématiquement la mise en œuvre de l'antisémitisme. Après la guerre, comme il part, il quitte ses fonctions quand Laval revient au pouvoir, il n'est pas collaborateur, il n'a pas de passion. Il est conservateur, donc il est légitimiste, il est membre du Conseil d'État, donc il suit les ordres du gouvernement. Il trouvera qu'à partir de 1942, on va trop loin dans la voie de la collaboration, donc il réintègre le Conseil d'État, il y fait sa carrière, et il se spécialise à partir de 1950 dans le droit européen. Jean Monnet raconte dans ses mémoires que il y a la CECA, il a besoin de faire des textes juridiques, il va au Conseil d'État. Le président du Conseil d'État, c'est René Cassin, quand même un conseiller juridique de De Gaulle, et il lui dit, est-ce que vous n'auriez pas un bon juriste là qui pourrait m'aider à rédiger ce qui sera le traité de Rome? Et alors Cassin dit, j'ai quelqu'un de très bien, justement, on ne peut pas l'utiliser, nous, dans l'administration française, parce que il n'y a pas, entre 40 et 42, c'était pas formidable, mais c'est un très bon juriste. Je vous envoie Maurice Lagrange. Et Maurice Lagrange rédige les traités européens, il sera ensuite le pilier de la Cour de justice des communautés européennes. Il y a une thèse il y a quelques années qui disait si ça s'appelle la communauté européenne et si c'est une construction non démocratique, puisque vous savez que le droit européen, les textes de valeur législative qui sont les directives, elles n'émanent pas du Parlement. Depuis quelques années, elles doivent être plus ou moins approuvées par le Parlement, mais elles émanent des ministres. Donc on est bien sur une logique où c'est l'exécutif qui fait la loi. Peut-être n'y avait-il pas d'autres moyens, mais on peut trouver une forme de continuité idéologique là. Alors je ne dis pas que je ne suis pas un mélanchoniste fou ou ardent, je ne dis pas ou un patriotiste, je ne sais pas quoi, souverainiste. Je ne dis pas que c'est une technocratie ultra dangereuse, mais c'est intéressant de constater que les mécanismes institutionnels ne sont pas des mécanismes au départ démocratiques. Le rôle du Parlement s'est quand même accru et Maurice Lagrange prend sa retraite, mais tout à fait honorable et avec sûrement des tas de légions d'honneur. Voilà, il était commandeur de la Légion d'honneur en 1970. C'est quand même un dur du régime. Alors, passons rapidement à la deuxième époque, donc le 1941, l'idée qu'il faut organiser l'État nouveau. C'est une des priorités des équipes de Darlan. Il y a dans cette époque, et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder, je ne dis pas semaine par semaine, mais un peu au milieu, le 12 août 1941, Pétain fait un discours dans le casino de Vichy sur le vent mauvais, l'idée que les réformes ne sont pas appliquées, qu'il y a des traîtres, qu'on n'a peut-être pas été assez sévère dans l'épuration des administrations, que les trusts relèvent la tête, et donc il y aura un durcissement policier vers août 1941. Un exemple, c'est l'époque aussi où on va imposer le serment dans la haute fonction publique, donc les plus hauts postes et puis la police. Pétain recueille le serment du Conseil d'État à Roya le 19 août 1941, avec cette phrase « Qui n'est pas avec moi est contre moi, le temps des équivoques est passé ». Donc on sera là dans un moment où à la fois on construit, je vous ai parlé de la police, on construit, c'est pour la première fois dans l'histoire territoriale apparaissent les préfets de région, le préfet régional, ils sont avec les régions, avec cette complexité de la ligne de démarcation et puis la complexité aussi de l'organisation territoriale, puisque le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à l'administration d'occupation à Bruxelles, que les deux départements alsaciens et la Moselle ont été franchement annexés par le Reich, sans que ce soit reconnu. Il y a un préfet du Haut-Rhin, mais je ne sais plus où il est, s'il est à Périgueux ou à Agen, mais il y a un préfet du Haut-Rhin pendant toute la guerre. Et donc, le régime a envie de vraiment structurer
Et le préfet régional est un préfet coordinateur avec deux fonctions essentielles, enfin, les deux fonctions dont il a la responsabilité directe, c'est le maintien de l'ordre et les affaires économiques, c'est-à-dire le ravitaillement. Les deux sujets très délicats pour la période. Donc on structure la police, la préfectorale, on prépare un statut des fonctionnaires, une promesse. Vous avez l'affiche sur le minimum vieillesse, je tiens les promesses, même celles des autres. La fiche pétainiste, même chose sur le statut des fonctionnaires, c'est une promesse de la République depuis 1900. Le statut est enfin pris en octobre 1941. Donc c'est à la fois, si on est cette fois-ci sur la logique de la carotte ou du bâton, on est plus du côté de la carotte, c'est-à-dire une sorte de marché. On a exclu les fonctionnaires dangereux, soit par la loi de juillet 40, soit par les textes contre la maçonnerie, soit par le statut des Juifs. Ceux qui restent doivent être les bons petits soldats du maréchal. Je vous lis un extrait d'un ouvrage publié à l'époque sur la politisation de la fonction publique. C'est un traité de droit sur les fonctionnaires du régime, écrit par un juriste qui sera assez célèbre après la guerre, Maurice Duverger. Donc je cite, « Depuis la Révolution de 1940, on a abandonné l'idée d'une dépolitisation complète de la fonction publique. L'administration étant la collaboratrice du gouvernement dont elle fait appliquer les directives, on a estimé que les fonctions publiques présentaient toujours un certain caractère politique à côté de leur caractère purement technique. Il est donc indispensable que les candidats à ces fonctions justifient d'une certaine aptitude politique à les exercer à côté de leur capacité professionnelle. » Vous voyez, c'est une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que ce régime a dit mais les fonctionnaires étaient politisés, c'était les suppôts des radicaux, des socialistes, des communistes, des juifs, et là, mais la politique était mauvaise à l'époque car c'était une politique qui divisait, tandis que derrière le maréchal, tous unis, la politique sera bonne, puisqu'il n'y a plus de partis qui se battent les uns les autres pour leurs petits intérêts, mais il y a un seul parti, c'est le parti de la France. On peut encore de ça et là entendre ce genre de discours, et pour ce parti-là, cette grande famille ou cette grande armée, vous serez tous unis derrière le maréchal, sauf si bien sûr vous n'aimez pas cette politique, auquel cas vous n'avez rien à faire dans l'État, sortez. Vous voyez, c'est cette espèce de paradoxe de la politisation. Et donc les ministres fascisants, un ministre comme Pierre Pucheux, qui n'est pas très longtemps ministre de l'Intérieur, mais il cherche vraiment à politiser profondément le corps préfectoral. Il insiste pour que les sujets créent des concours, là où auparavant beaucoup de népotisme, les gens étaient recrutés au sens propre, parce qu'il était le neveu, le préfet prenait son neveu, son petit cousin, son fils, comme chef de cabinet. Donc là, on va créer des concours, et un des conseillers de Pucheux, donc vraiment c'est un ensemble très inspiré des logiques fascistes, totalitaires, écrit dans une note au ministre, on dit beaucoup que notre administration doit qu'on doit insuffler dans l'administration un esprit nouveau. Cet esprit ne viendra pas tout seul, il faut le créer, il faut sélectionner les gens en conséquence. Et la personne dont je vais vous parler, Jean Jardel, qui lui est le secrétaire général du gouvernement, il est choisi, non pas, c'est un homme modéré, il a été directeur du budget du Front Populaire, je vous l'ai dit, et on lui dit il faut organiser le régime nouveau, il faut structurer tout ça, il faut qu'il y ait de la coordination. Et au fond, pour les fonctionnaires, cette idée de la grande famille, ça leur va assez bien. Les fonctionnaires ont assez, je généralise à outrance, mais les fonctionnaires ont assez facilement cette idée qu'ils sont, eux, porteurs de l'intérêt général, qu'ils savent. La Ve République leur convient bien à cet égard, puisque la Ve République donne quand même un pouvoir très limité au Parlement.
Et lorsque le Parlement avait plus de pouvoir sous la 4ème République, mais qu'il en faisait un très mauvais usage, puisqu'on était en crise ministérielle permanente, ça convenait bien, au fond, ça convenait assez bien aux fonctionnaires d'être ceux qui assuraient la permanence de cet intérêt général face à ces crises ministérielles incessantes. Et donc, lorsque l'amiral Darlan va se chercher un collaborateur administratif, il va être très content de trouver ce directeur du budget. Ce n'est pas qu'il le trouve, c'est qu'il va le chercher. Et voilà, donc, Jardel passe en procès à la Libération. Tous les ministres et tous les secrétaires généraux sont passés en procès. Et voilà ce qu'il dit. Je cite, en août 1941, Darlan m'a dit « Je n'ai pas de coordinateur administratif, j'ai besoin d'un fonctionnaire qui fasse la coordination administrative au niveau du secrétaire général, je n'ai que des officiers, je veux quelqu'un qui connaisse bien l'administration, j'ai pensé à vous. » Jardel continue. Je ne connaissais pas Darlan, que je n'avais rencontré que lors de la préparation des budgets de la marine, j'ai hésité, n'ayant pas de raison de quitter la direction du budget. Ah oui, donc il était encore là, Boutillier l'avait laissé. Puis Darlan m'a dit « C'est votre devoir de fonctionnaire, vous devez obéir, j'ai besoin de vous, le ravitaillement va très mal. » Et donc vous voyez un peu l'idée, moi je ne demandais rien, mais je ne pouvais pas me refuser. Ce qui est une logique assez... Elle n'est pas méprisable, hein, c'est je dois faire mon pays. Mais dans le même procès, voilà ce que requiert, voilà ce que demande le procureur, l'avocat général, donc celui qui est le chef du parquet. Donc il stigmatise Jardel en disant « C'était un haut fonctionnaire intelligent, instruit, entouré d'honneur et de prestige. » Et voilà ce que dit l'avocat général. Si Vichy, au lieu d'avoir pour le servir des hommes intelligents, bons français et éminents, n'avait eu que des hommes de seconde zone, des hommes montrés du doigt en raison de leur tard, je suis pour ma part convaincu que son action eût été plus vite dénoncée et eût été moins néfaste. Vous voyez ces deux oppositions, c'était évidemment une reconstruction de 1947. On est peu de temps après la Libération, on ne sait pas d'ailleurs qui était cet avocat général, mais on pourrait se demander si le même raisonnement ne s'appliquerait pas tout aussi bien pour la justice, qui elle était encore plus directement en ligne que la structuration administrative. Ce qui est vrai, c'est que cette logique-là, elle va s'appliquer à plein dans cette troisième époque, lorsque les tensions deviendront plus fortes, notamment autour des questions de collaboration et de collaboration policière. Donc, la collaboration, vous savez, c'est cette idée que l'Europe est destinée à être durablement nazie, et que lorsque viendra le moment de la paix, du traité de paix, autant être en bonne position face aux exigences allemandes. Autant l'armistice, c'était à prendre ou à laisser, autant la paix, d'une certaine manière, se négociera. Le régime français, l'État français espère des avantages très concrets, une diminution des frais d'occupation très élevés, le retour de prisonniers de guerre très nombreux, un desserrement de la ligne de démarcation, dont les Allemands jouent, vous le savez mieux que moi ici, comme ils l'entendent. Les Allemands, la collaboration, donc le moment symbolique, c'est Montoire, le 24 octobre 1940. Pétain en avait déjà parlé dans un discours du début d'octobre 1940, en disant « l'ennemi doit se montrer magnanime et comprendre que nous sommes tout à fait prêts à travailler avec lui à la construction d'une Europe nouvelle ». Donc, les attentes allemandes, c'est de ne pas avoir à stabiliser des forces importantes d'occupation, que les Français fassent le travail, et dans le cas d'espèce, ça va être assez vite le sale travail, puisque il y a eu quelques rafles déjà en 1941, notamment à Paris. À l'été 1942, ce sont les rafles de zones occupées et de zone sud. En zone sud, zone occupée juillet 1942, zone sud août 1942. En août 1942, il n'y a pas un soldat allemand en zone sud. Donc il n'y aurait pas eu de rafles si la police française ne les avait pas faites. Pourquoi les a-t-elle faites et si facilement et avec des félicitations des Allemands, même si on n'atteint pas les objectifs fixés par Heydrich.
Elle les fait parce que les nouveaux maîtres du jour, donc Laval globalement dans une politique générale de réconciliation franco-allemande, et Bousquet dans une politique de construction de la police, se disent c'est le point de passage obligé. Bousquet, donc je vous ai dit que la police venait d'être étatisée, sauf que cette police étatisée, il faut la structurer. D'abord, il faut que les Allemands acceptent les textes, puisque aucun texte n'est publié au journal officiel, donc n'est applicable sans accord allemand. Et deuxièmement, cette police, il faut l'armer. Et les Allemands disent nous sommes un peu inquiets, vous êtes quand même nos ennemis, c'est difficile de donner des armes à une police dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Montrez-nous que nous avons raison de vous faire confiance et vous connaissez la priorité que le Führer nous a fixée, donc aidez-nous. Et la France aide sans grande difficulté. Le procès de Bousquet à la Libération est un des procès les plus scandaleux qui soit. Vous savez que Bousquet est condamné, il est relevé immédiatement de sa condamnation pour service rendu à la résistance, service réel rendu en tout cas à des résistants, parce que assez vite, et on va arriver à la dernière partie, assez vite les hauts fonctionnaires intelligents, et Bousquet est loin d'être bête, comprennent qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux désormais. C'est presque même une forme d'assurance vie. On a un contre-exemple avec le préfet régional d'Orléans, qui s'appelle Chiappe, Angelo Chiappe, qui a fait une carrière ultra rapide. C'est le frère de l'ancien préfet de police, Jean Chiappe, préfet d'extrême droite. Donc Angelo Chiappe fait une carrière très rapide sous Vichy, il devient préfet régional, donc à Orléans, au début de 1944, et en juillet 1944, il fait une grande fête dans les jardins de la préfecture pour tous les officiers allemands, en juillet. Le débarquement, vous savez la date. Donc là, c'est ce que j'appelle du darwinisme administratif. Il est fusillé très vite après la libération. Quelqu'un qui n'a pas bien compris comment il faut s'organiser. Bon, je plaisante à moitié, mais... Et malgré tout, et ça c'est un peu la logique diabolique à laquelle ce régime doit se soumettre, il y a une forme d'engrenage de la répression qui sera de plus en plus sanglante, et même un homme comme Bousquet, qui a donné beaucoup de gages, sera considéré comme un mou. Il sauve du coup sa tête à la Libération, puisque celui qui le remplace, Darnand, milicien, ayant prêté serment de fidélité personnelle à Hitler, donc la milice va être le moment de la guerre civile franco-française. Certains miliciens iront se battre sur le front russe, la Légion Charlemagne. Là, c'est vraiment, on crée des cours martiales, les juges sont cagoulés, les cours martiales, c'est binaire, soit vous êtes acquitté, soit vous êtes condamné. La seule peine possible est la peine de mort, pas de recours et immédiatement exécutable, c'est le cas de le dire. Donc on est là vraiment dans une justice totalement parodique, et Darnand sera un des 3 membres des gouvernements français fusillés à la Libération, les 2 autres étant Laval et Fernand de Brinon, délégué du gouvernement français à Paris. Fernand de Brinon, dont on disait, sous l'occupation, Brinon n'est pas un traître, il n'a jamais trahi l'Allemagne. Il était avant-guerre président des amitiés franco-allemandes. Alors rapidement, pour les 10 minutes, quelle forme de résistance administrative? Alors résistance, il y a tous les moyens. Mon maître Jean-Pierre Azéma faisait souvent référence à deux mots allemands. Le mot résistance, tel que nous connaissons, c'est Widerstand, c'est vraiment le fait de tenir compte, s'opposer. Et l'autre mot, c'est Resistance, qui est une forme de résistance plus fluide, qui est un peu ce que font les anticorps face à un virus, c'est-à-dire une sorte d'immunité, de tentative de noyer, donc une résistance plus molle, si j'ose dire, ou en tout cas moins visible. Et n'étant pas visible, tout est possible quand ce n'est pas visible. Parmi les ouvrages que vous achèterez tous en masse, tout à l'heure, figure un texte de Bernanos, dont je ne suis évidemment que le préfacier, et donc qui s'appelle Lettres aux Anglais,
qui est vraiment un très beau texte. Bon, c'est à la fois la fougue pamphlétaire de Bernanos, mais contre Vichy, et c'était publié durant l'année 41, plusieurs lettres qui deviennent un livre ensuite. Donc ça, si on veut sentir ce qu'était Vichy pour un homme comme Bernanos, un monarchiste, quelqu'un qui n'aime pas la République, mais qui dit je ne peux pas. Bon, Bernanos avait commencé en 1936 contre Franco avec les grands cimetières Soline, alors qu'il est ultra-catholique, mais il dit je ne peux pas être du côté de ceux qui renoncent à ce qui fait la grandeur de la France. Il dit les saints d'aujourd'hui, ce sont les ouvriers communistes résistants fusillés par les nazis. Si je leur disais que ce sont des saints, ils me jetteraient des blasphèmes à la figure, mais je préfère 1000 fois ces blasphèmes à l'onction des pseudo-ecclésiastiques. Vous voyez, c'est un texte vraiment très très beau. Et l'autre texte, je ne parle pas de mes livres qui sont vraiment hors catégorie, mais l'autre texte, dont vous avez quelques exemplaires ici, c'est un livre de Jean Cassou, résistant, publié en 1953, qui s'appelle La mémoire courte, une des plus belles méditations que je connaisse sur la résistance. Alors Bernanos, justement, il publie aussi, il vit au Brésil à ce moment-là, et il publie dans un journal brésilien des articles, et ils ont été regroupés après la guerre sous le nom, très beau nom, Le chemin de la Croix des âmes. C'était simplement son adresse. C'est mieux que d'habiter rue Nationale. Donc il habitait, je ne sais combien, chemin de la Croix des âmes, et donc il a gardé ce titre. Et voilà ce qu'il écrit en 1900, assez tard, en octobre 1943, à propos de l'attentisme des fonctionnaires. Bon, les fonctionnaires donc, qui à la fois rendent des services et puis continuent à servir le régime. Donc, octobre 1943. Il y a 6 mois, nous avons assisté à une véritable épidémie de conversion parmi les fonctionnaires vichisants. Comme dans la célèbre fable des animaux malades de la peste, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Si les fonctionnaires de l'Empire romain s'étaient convertis ainsi en masse au christianisme, l'étendard de la croix aurait flotté sur le Capitole bien avant Constantin, et Néron, instruit de notre sainte religion par la pieuse Agrippine, aurait peut-être fini ses jours au couvent. Mais pour les fonctionnaires dont je parle, le martyre n'est pas une vocation. C'est même la dernière des solutions possibles. Au lieu de donner leur démission, ces hommes subtils ont jugé plus pratique de procéder sur eux-mêmes à une simple opération de dédoublement. C'était leur conscience de fonctionnaires qui traversait les océans pour courir au secours de la liberté menacée. Mais leur corps de fonctionnaires restait à leur place, à moins qu'ils ne se présentassent au guichet. Bon, c'est du Bernanos. Mais ça dit bien, alors, ce qu'était cette... si vous voulez, la difficulté, c'est qu'au moment des rafles, il n'y a pas un préfet qui démissionne. Hein, il n'y en a pas. Il y a eu des fonctionnaires qui ont refusé des postes. Au moment du statut des Juifs, nous sommes à l'automne 1940, 3 ans avant, le directeur de l'enseignement du département de la Seine, donc qui a un poste équivalent à celui de recteur, écrit au ministre, il s'appelle Gustave Monod, il écrit au ministre en disant « J'ai présidé, comme vous l'aviez demandé, puis je n'ai pas le choix, je suis fonctionnaire, je vous obéis, j'ai présidé la réunion des proviseurs et des directrices de lycée pour leur demander de ce qu'était, pour leur dire ce qu'était le statut des Juifs et comment ils devaient se débarrasser de des professeurs qui seraient déclarés juifs. Ceci est tellement conscient, tellement contraire à toute l'idée que je me fais de mon métier, ceci est tellement contraire à notre double tradition française, religieuse et, je ne sais plus quel terme qu'il utilise, mais qui fait référence à la Révolution, que Monsieur le ministre, je vous demande de me libérer de cette tâche, je ne peux plus continuer à vous servir, et on ne le jette pas en prison, on ne le fusille pas, il est professeur de Cagnes à Versailles, il sera d'ailleurs directeur à la Libération, et de même François Bloch-Lenné, inspecteur des finances, en 1900, pareil, à l'automne 1940, est convoqué par Jean Bichelonne, qui est le secrétaire général de la production industrielle, et Bichelonne, Bloch-Lenné, il doit avoir 30-35 ans, Bichelonne 40,
Bichelin lui dit, Bloch-Léné, nous étions avant la guerre, l'un comme l'autre, persuadés de la faiblesse de l'État, et notamment, nous n'avions pas d'appareil statistique, nous ne savions pas exactement quel était le tableau de l'industrie et de l'économie française. On va le faire maintenant. Bloch-Léné dit, c'est effectivement une très bonne idée, il faut le faire, mais il y a quand même un petit souci, comment est-ce que nous allons faire pour que les Allemands ne tombent pas là-dessus? Parce que Bichelin dit, mais vous me comprenez mal, Bloch-Léné, c'est pour les Allemands, nous faisons cela. Ah, il dit, Bloch-Léné dit, mais je crois qu'il y a un poste de sous-directeur à la comptabilité publique, ça m'irait très bien. Donc il y a, vous voyez, là, les gens ne risquent pas leur vie. C'est différent un soldat allemand qui devait garder un camp de concentration, il pouvait toujours demander à aller sur le front de l'Est, où il mourrait dans les 2 mois. On ne le tuait pas s'il disait, je ne veux pas garder ce camp. Donc, bon. Mais les fonctionnaires donc, gardent leur poste, et puis, à un moment, ce que vient d'écrire, ce que je viens de vous lire, cette idée, et la métaphore que j'aime bien, c'est comme si une boussole avait deux aiguilles. On ne sait plus très bien à qui il faut obéir et comment, et la résistance va en profiter, pas tellement contre les déportations, mais franchement contre le STO. Le journal Combat, un journal important de la Résistance, le journal d'Henri Freinet, publie une sorte de... c'est des journaux très lus, publie un gros titre, face au STO, pour les fonctionnaires, désobéir, c'est servir. Désobéir, c'est servir. Alors que spontanément, servir, c'est obéir. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Et même le devoir de désobéissance dont on parlait énormément au moment du procès Papon, ça n'existe pas. C'est des reconstructions idéales. On ne peut pas construire une administration sur le principe qu'un fonctionnaire, à tout instant, décide s'il obéit ou s'il n'obéit pas alors qu'il reçoit, qui est 40 ans d'administration sur le dos. Et donc, la France libre, plutôt, hein, dès février 1943, c'est-à-dire au moment où la loi sur le STO est promulguée, Maurice Schumann, donc, qui est l'orateur, un des grands orateurs de la France libre, incite les fonctionnaires à ne pas appliquer la loi. Voilà ce qu'il dit. Le sabotage administratif est le moins périlleux et le plus sournois de tous. Il n'est pas le moins efficace. Donc, et ce qui va se passer, c'est que pendant toute cette année, disons, un élément qui frappe beaucoup dans la fonction publique, c'est la chute du fascisme italien. Juillet 1943, Mussolini est désavoué par les siens, et donc de quitter le pouvoir, et même emprisonné. Et donc c'était quand même la plus ancienne dictature du continent, elle datait de 22. Et donc l'idée comme ça qu'au fond, ce sont des châteaux mangés par les termites, ça va faire réfléchir les fonctionnaires. Et donc là, on a une panoplie. Alors certains seront, j'ai cité ce préfet tout à l'heure, se vautreront dans la collaboration, et puis d'autres, certains, Jean Moulin, d'autres, Valentin Abeille, Claude Broudet, certains seront des résistants issus de la fonction publique, et Jean Moulin est à la fois, c'est un préfet qui devient résistant, et c'est presque le préfet de la résistance, ou le premier ministre de la résistance. Et c'est ça aussi qui fait que De Gaulle, l'homme de l'État, fait tout de suite confiance à Moulin, homme de l'État. On a des réseaux très puissants, le NAP, le super NAP, noyautage des administrations publiques, qui agit dans tous les services publics, notamment il est important de côté SNCF, le NAP Fer, côté télécommunications, le NAP PTT, mais il est aussi important au niveau central, le super NAP, donc le noyautage des administrations centrales. C'est comme ça que certains résistants arrivent à avoir accès au fichier du STO et vont détruire le fichier du STO. Et puis, et ça évidemment les gens en joueront après la guerre, Maurice Papon en jouera à son époque, l'idée c'est qu'un haut fonctionnaire est plus utile en poste que dehors. Si vous êtes préfet et que vous voulez rendre des services, alors il vaut mieux rester préfet et puis annoncer à la résistance quand il y aura tel ou tel mouvement. Là encore une citation d'un sous-préfet, donc Valentin Abeille, qui devient un des chefs
militaires de la résistance, et il parle de quelqu'un, du préfet délégué à Toulouse. Les préfets régionaux avaient auprès d'eux un préfet adjoint, donc appelons-le T. T s'est mis à ma disposition, donc c'est un rapport fait à Londres en mai 1943. T s'est mis à ma disposition pour m'aider personnellement, ce qui, du point de vue général, est de nul intérêt, des collaborateurs notoires ayant fait de même pour moi par amitié personnelle. Ces gens se connaissent, ils ont été collègues. Mais T a accepté ma demande d'être mis en rapport avec les groupements de résistance afin de les aider dans la mesure de ses moyens. Faux papiers, avis en cas de perquisition, etc. T, qui par ailleurs n'est certainement pas une grande lumière, agit de toute évidence parce que tels sont ses sentiments et que les souhaits des Français sont tous pour la victoire des Alliés. Vous voyez, donc ces mélanges. Et puis l'amitié, la camaraderie, tout ça, c'est des choses assez banales. On a plutôt envie, ce qui était plus choquant d'une certaine manière, mais ça correspond à cette logique de 40, de la déroute. Ce qui était plus choquant, c'était que son voisin de bureau, Monsieur Cohen, n'était plus votre voisin de bureau, il était le juif Cohen dont il fallait se débarrasser. Ça, c'est anthropologiquement, c'est plus étonnant. Et donc, et je vais en finir là, désobéir c'est servir c'est obéir, mais obéir à qui? Obéir jusqu'à quand? Vous connaissez l'opposition faite par Max Weber entre l'éthique de conviction, je fais mon devoir et Dieu me jugera, et l'éthique de responsabilité. Je m'arrête là où j'ai conscience que l'effet de mes actes pose problème. Et en toute dernière citation, je voudrais vous lire 2 paragraphes d'Hannah Arendt dans le livre qu'elle consacre au procès Eichmann. Donc c'est la fin de son analyse du procès Eichmann, donc Eichmann à Jérusalem, qu'elle écrit en 1963. Donc je cite Hannah Arendt. « Nous exigeons, nous, qu'un être humain soit capable de distinguer le bien du mal, même lorsqu'il n'a pour le guider que son propre jugement, et que ce jugement se trouve être en contradiction avec ce qu'il croit être l'opinion de son entourage. Cette question est cruciale, parce que nous savons que les rares hommes qui ont été assez arrogants pour ne se fier qu'à leur jugement personnel n'étaient pas nécessairement ceux qui ont continué à vivre selon l'ancien système de valeurs, ni ceux qui étaient guidés par des principes religieux. Les rares hommes qui étaient encore capables de distinguer le bien du mal ne le faisaient que sur leur propre initiative et librement. Ils ne pouvaient respecter les règles qui leur auraient permis de ranger dans telle ou telle catégorie les cas particuliers qu'ils étaient amenés à affronter. Ils devaient juger par eux-mêmes chaque cas à mesure qu'il se présentait, car il n'y a pas de règle pour ce qui est sans précédent. Les hommes de notre temps sont troublés par ce problème de la faculté de jugement de l'être humain. Merci. Donc, vous avez la parole. J'ai oublié de vous dire que donc, parmi les ouvrages qui sont là, l'un est très récent. Il s'agit des actes de colloque qu'avec le comité pour l'histoire préfectorale, dont je me suis occupé pendant plusieurs années, nous avons mené avec les préfets en 2016 à Lyon, à Caen, puis à Paris. Et donc, ça regroupe à peu près ce qu'on sait de plus récent, donc des travaux des années 2010, historiens d'aujourd'hui, sur ce corps préfectoral, et donc de cette époque-là, et en contrepoint, une biographie d'un préfet, un des rares préfets morts en déportation, Gazet, un préfet chassé par le régime à l'automne 1940, et qui il était préfet du Jura, Alfred Colliard, et il entre en résistance en Bourgogne, à Cluny. C'est un réseau d'ailleurs dont était aussi présente Madame Mitterrand, Daniel Gouze à l'époque, et il est arrêté après dénonciation et il meurt en Allemagne. Ce livre s'appelle, et je crois que c'est un beau titre, La République jusqu'à la mort. Voilà, donc j'ai fait ma publicité, monsieur le libraire, mais vos questions sont évidemment plus importantes.
N'hésitez pas, ne soyez pas timide. J'oserais poser une question en ce qui concerne la différence entre, alors, à l'époque de l'État français, le rapport entre le pouvoir administratif et le pouvoir politique, et notre époque, entre le pouvoir administratif et le pouvoir politique. Quelle est la différence? Oui. Elle est immense. Elle est immense parce que nous ne vivons pas en dictature. Depuis la Constitution actuelle de 1958, depuis l'apparition dans le droit en 2008 de ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, la loi est soumise à des valeurs supérieures qui sont à la fois les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les valeurs, on a aussi construit dans les années 50 un dispositif extrêmement puissant qui est celui de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui fait que, en termes de droit en tout cas, nous sommes beaucoup mieux armés que ne l'étaient, je dis nous, citoyens ou nous, fonctionnaires, que ne l'étaient nos prédécesseurs d'il y a 80 ans. En même temps, que peut le droit face à un fusil? Si on vous... Donc, si vous voulez, c'est toujours ces deux choses à la fois. Je pense aussi que, malgré tout, l'administration réfléchit, se pose des questions. Le précédent, l'antéprécédent, le pénultième président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, dont on a beaucoup parlé pour la commission sur les abus sexuels dans l'Église, Jean-Marc Sauvé avait souhaité, m'avait demandé d'organiser un colloque qui s'appelait Faire des choix, les fonctionnaires dans l'Europe des dictatures. Donc il voulait parler de son institution, le Conseil d'État sous l'occupation, qui avait quand même une sorte d'histoire un peu dorée, hein, tout avait été toujours merveilleux. Il l'a noyé dans un truc un peu plus vaste en disant il ne s'agit pas de travailler sur le Conseil d'État, il s'agit de travailler sur les fonctionnaires en général. Et donc, bon, le président de la République de l'époque était venu, donc il y a eu pas mal de ministères s'étaient associés à ça, il y a une réflexion là-dessus. Bon, en même temps, et alors si je lis le sous-titre de votre, ou un sous-texte possible de votre question, que se passera-t-il ou que se passerait-il si la fonction publique d'aujourd'hui ou celle du mois de juin prochain se devait de servir un pouvoir qui soit lui aussi, dont les orientations idéologiques soient elles aussi en rupture absolue avec l'ordre démocratique et la philosophie démocratique qui est la nôtre. Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitiez poser. Je ne suis pas forcément très rassuré. C'est toujours très difficile. Il faut pas, la comparaison est toujours difficile et il ne faut pas basculer dans des risques d'amalgame. Nous ne sommes pas en dictature, nous ne sommes pas face à un État policier, raciste, comme pu l'être celui-ci. Lors de cette élection, pas cette élection présidentielle, mais celle de 2017, entre les deux tours, vous vous souvenez des deux finalistes, hein, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et l'ambassadeur de France à Tokyo avait fait une lettre ouverte à Madame Le Pen en disant « Madame, votre programme politique est incompatible avec l'idée que je me fais de mon métier, je ne vous servirai pas. » Alors, au Quai d'Orsay, on a dit oui, c'est très beau de faire ça, en même temps il est à la retraite dans 3 mois, donc le risque qu'il prend reste, voilà. Et Madame Le Pen avait répondu, et je crois qu'elle avait absolument raison, Monsieur, j'ai bien reçu votre lettre, je n'en ai absolument rien à faire, parce que petit A, des gens comme vous, je n'en ai pas besoin, et petit B, des gens pour vous remplacer, j'en ai des dizaines. Et c'était sans doute vrai aussi. Donc vous voyez, je ne veux pas entrer dans un amalgame comme ça, qui dirait que ça se passera comme ça. Je ne suis pas foncièrement optimiste sur laquelle je parlais des aveuglements et du choix de la conscience. Rien n'est plus difficile que de sonder les reins, les cœurs et les consciences. Donc espérons que ce que vous avez peut-être en tête est hors de sujet. Merci, monsieur. Alors je n'ai pas du tout parlé, mais Mme Muller est au courant de ce qui s'est passé dans l'Allier
parce que ce ne sont que des... Mais c'est vraiment très intéressant, hein, les archives. C'est l'avantage de travailler sur l'administration, c'est que par définition, l'administration, ça fait de l'archive. Donc, alors certaines, par exemple, j'ai travaillé sur le ministère de l'Éducation nationale, et les archives de Jérôme Carcopino, qui est le ministre, un grand académicien, spécialiste de l'histoire romaine. Ses mémoires sont à peu près ce qu'on peut écrire de plus faux cul sur le sujet, en disant quand j'écrivais blanc, quand j'écrivais noir plutôt, les recteurs comprenaient que je voulais dire blanc. Ils me connaissaient. Comment pouvaient-ils penser que je n'écrivais pas le contraire de ce que je pense? Et deuxième chose, il y avait en France, il publie ça dans les années 50, il y avait en France un très grand résistant, le seul, le vrai, Philippe Pétain, mais il était regardé, donc il ne pouvait pas faire exactement tout ce qu'il voulait, mais quand on saura, on verra. Et Carcopino est élu à l'Académie française, sans problème. Donc lui, il n'y a plus d'archives. Il quitte Vichy quand Laval remplace Darlan. Donc il a le temps de tout déchirer, il n'y a plus rien. Abel Bonnard, qui part à toute allure, Sigmaringen, n'a pas le temps, et donc il y a des archives très intéressantes du cabinet d'Abel Bonnard. Mais les archives des cabinets de préfets sont vraiment intéressantes. Hein. Les archives publiques, comme leur nom l'indique, sont publiques. Et donc elles sont ouvertes à vous toutes et à vous tous. Allez-y. Allez à la bibliothèque, bien sûr. Allez aux archives aussi. Oui? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu une idée de l'épuration administrative donc dans les années 45? Alors il y a plusieurs, c'est un autre sujet que j'ai traité, un livre qui n'est pas là, qui s'appelle Une poignée de misérables. C'est extrait d'un discours de De Gaulle en octobre 1944 à Chaillot, où il dit, à l'exception d'une poignée de misérables et d'indignes qui seront justement châtiés, nous sommes tous formidablement comportés. Le nous, effectivement, vous tous et moi, ça fait nous. Alors il parle à une flopée de fonctionnaires qui sont restés là, et il se rajoute lui, il dit nous, donc nous. Donc dans ce livre, nous avons travaillé sur les épurations professionnelles, c'est-à-dire comment chaque groupe professionnel s'est épuré. Le seul groupe qui ne s'est pas épuré, c'est le clergé. Le clergé est resté à l'écart de ça. Il y a eu quelques cas. De Gaulle a exigé, vous connaissez le nom sans doute du Monseigneur Saliège, l'évêque de Toulouse, qui est celui qui fait lire contre le préfet. Le préfet le convoque en disant « Monseigneur, il est hors de question que ce texte dont j'ai eu copie soit lu dans les églises du diocèse. » Et Monseigneur Saliège, qui est sur un fauteuil roulant, c'est un ancien combattant de 14, et il dit « Monsieur le préfet régional, j'ai beaucoup de respect pour le gouvernement et le maréchal, mais je laisse à César ce qui est à César, mais Dieu prend ce qui est à Dieu. » Et donc il fait lire ça. Il est juste, hein, c'est injuste parmi les nations, mais le Vatican n'a pas tellement envie à la libération de nommer Saliège cardinal. Et De Gaulle fait dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais De Gaulle fait dire au pape que si tel est le cas, il ne recevra pas les lettres de créance du nonce apostolique à Paris, et que le doyen du corps diplomatique sera donc l'ambassadeur du RSS. Donc le pape nomme... Bon. Donc le clergé, mais sinon les autres professions ont eu à s'épurer, et évidemment la fonction publique. Alors il y a deux épurations, vous le savez, l'épuration pénale et l'épuration administrative. Et l'épuration pénale, bon, on est dans la logique de l'époque, ce qu'on cherche, c'est les actes. Bon, il y a en plus cette épuration dite sauvage, c'est-à-dire un certain nombre de préfets, pas beaucoup, mais qui sont sortis de leur prison et fusillés sommairement. Il y en a 4 ou 5. Et il y en a qui sont régulièrement condamnés à la prison, voire condamnés à mort. J'ai cité le cas de Chiappe. Et par exemple, le préfet régional de Lyon, qui reste en poste toute la guerre, est condamné à mort à Lyon, juste à la libération. Le parquet fait appel, demande ce qu'on appelle un dépaysement, en disant Lyon, les passions sont trop vives. Il est jugé à Paris 2 ans plus tard, il est acquitté. Vous voyez, donc la vérité, quelque part, est entre les deux. Sinon, les épurations professionnelles sont réelles, mais avec les critères de l'époque. J'ai travaillé spécialement sur le corps préfectoral, et les gens ont j'ai trouvé, mais malheureusement, ce n'est pas daté, ni signé, une sorte de barème
qui dit, en fonction des attitudes, qui donne des points, en plus et en moins, un peu comme corrige le bac, j'imagine, ou les examens universitaires, dit quelqu'un qui serait entré dans la résistance, appartenu à un mouvement à partir de mai 1944, un demi-point. Quelqu'un qui aurait fait la même chose en 1941, 20 points. Vous voyez, les gens ont une conscience, et ça, nous, on l'a oublié, les gens ont une conscience assez précise de ce qui s'est passé, et c'est intéressant de voir, cette histoire de points est intéressante parce qu'elle permet vraiment, par définition, de quantifier, mais on a aussi énormément de situations très, très floues. Par définition, c'est le plus récent, le plus émouvant, ce qui a touché les résistants. Les résistants sont ceux qui, par définition, forment les comités départementaux de la libération, auxquels on demande l'avis sur les préfets, et donc les visions. Mais par exemple, Michel Debré, le futur Premier ministre de De Gaulle, est chargé, sous l'occupation, fin 1943, de préparer ce qu'il appelle le mouvement préfectoral de la libération. On ne va garder aucun préfet en poste, et donc Debré dit, on a demandé au mouvement et ce qu'on savait des résistants locaux, c'est évidemment un peu compliqué à contacter, on ne va pas faire des circulaires, de nous donner des noms, et il dit c'était terrifiant, parce que dans beaucoup de cas, il nous proposait de garder le préfet de Vichy, parce qu'effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Scarno Klarsfeld, l'avocat, le fils de Serge Klarsfeld, au procès Papon, a dit, avec sa manière un peu excessivement imagée, à moins d'être mongolien, un préfet aidait toujours les résistants en 1944. Et donc, quand en début 1944, on demandera au mouvement de résistance « Qu'est-ce que vous pensez du préfet Tartemuche ?» Ah, mais Tartemuche, c'est quand même celui qui nous a prévenu qu'on risquait d'être arrêté. Et tous ces comportements existent. Donc, il faut... Le ministre de l'Intérieur de 1945, un homme vraiment intéressant, qui s'appelle Adrien Tixier, qui est un socialiste, mais très gaulliste, il secoue son administration. Moi, j'ai vu un grand résistant, Bouchinet-Serrel, qui avait au cabinet Compagnon de la Libération, successeur de Moulin au CNR, et je l'ai vu, il avait peut-être 85 ans et moi 45 ou 50, et quand je lui parlais de Tixier, il disait « Ah, ce qui était méchant !» Oui, ce vieux monsieur héros de la résistance, de la libération, était encore traumatisé par son ministre. Il avait été au cabinet de Tixier à la Libération. Et donc Tixier renvoie les dossiers à l'administration. Il dit « Qu'est-ce que c'est que ça, ce préfet-là » Alors, certains me disent qu'il faut tout de suite lui donner la Légion d'honneur et d'autres qu'il faut le fusiller. Qu'est-ce que je fais, moi? Vous voyez, donc on est dans ce type de situation. Les choses sont... Maurice Papon, il a fallu 9 mois. Bon, il s'agissait de le juger et donc d'appliquer les critères et de la procédure pénale et du droit pénal. Mais pour essayer d'y voir clair dans les attitudes, c'est extrêmement difficile. Et puis, il faut reconstruire, et puis le temps passe, et puis la guerre froide arrive. Par exemple, quand Antoine Pinet devient président du Conseil en 1952, c'est le premier, depuis la Libération, à ne pas avoir été résistant. Il était membre, au contraire, du Conseil national de Pétain, qui est une sorte d'assemblée de notables, qui ne sert à rien, mais bon, symboliquement. Et Pinet prend comme directeur de cabinet quelqu'un qui s'appelle Henri Irissou, avec un Y, et dont moi j'ai retrouvé le nom précisément dans une réunion de décembre 1940 sur l'application du statut des Juifs. C'est lui qui représente le ministère des Finances, et comme bon sang ne saurait mentir, on le retrouve dans les années 80 au conseil politique du Front National. Mais bon, ce sont des parcours individuels. Maurice Duverger a fait un chemin inverse, passé de l'extrême droite au PS. Y a-t-il des femmes qui ont joué un rôle dans l'administration, sachant qu'elles ont eu le droit de vote qu'en 1944, mais est-ce qu'il y en a quand même qui ont joué un rôle? Oui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'administration, il y en a un peu. Le Conseil d'État, en 1936, a rendu un arrêt qui s'appelle Demoiselle Bobard, qui autorise les femmes à passer les concours et à exercer les fonctions de chef de bureau. Précisément, je vais revenir sur cette réunion sur l'application du statut des Juifs. Alors, le hasard fait que je travaille cette année avec le Conservatoire d'art dramatique à Paris, donc là où on forme les futurs comédiens, et la directrice a souhaité que les jeunes comédiens réfléchissent sur la période de la guerre.
Et donc, il y a eu plusieurs ateliers, et moi, le hasard, enfin, il se trouve que cette réunion du 16 décembre, une réunion se tient le 16 décembre 1940, parce que le statut des Juifs doit entrer en application le 19. Question de délai. Et c'est un peu la panique, parce que rien n'est prêt. Et donc tous les ministères sont convoqués, c'est présidé par ce Maurice Lagrange dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a le compte-rendu intégral, ce qui est assez rare. D'habitude, on a des comptes-rendus de 2 pages. Là, on a le texte intégral, le verbatim. Et donc, on voit, on peut lire tout ce qui a été dit. C'est extrêmement cruel, cette espèce de cruauté administrative. Les gens disent, bon, enfin, ces gens-là, on n'a pas besoin. De toute façon, avec la loi qu'on a prise, c'est pas la peine de faire des exceptions parce que ça se retournera contre nous. Et pour répondre enfin à votre question, la seule personne présente qui tient un langage à peu près humain sur le thème, et ce que je dis tout à l'heure, ce sont nos collègues. On est en train de priver des gens qu'on connaît, qui en ont travaillé, que souvent on estime, on est en train de leur priver de leurs moyens de subsistance. C'est une femme, c'est la seule femme présente à la réunion, et elle vient aussi du ministère de la production industrielle, et les ministères techniques sont moins, par définition, moins politiques, moins idéologisés que les ministères régaliens. Et le président de la réunion dit « Madame, je vous en prie, nous ne sommes pas là pour faire du sentiment, nous sommes là pour appliquer la loi. » Donc, et alors, cette femme a continué sa carrière à la Cour des comptes, et j'avais rencontré des anciens de la Cour des comptes, et je lui dis « Est-ce que vous avez connu cette mademoiselle Laveissière ?» Et ils me disent « Oui, oui, on l'a connue. Vieille demoiselle, comme il y en avait beaucoup encore dans l'administration, c'était une femme très pieuse. » Donc, vous voyez, il se peut que... Donc je réponds à la question de la femme, ça peut être aussi quelque chose qui est par rapport à la conscience. Et j'ai un autre cas à vous citer. Il se trouve que j'ai une maison dans le Cantal, et donc j'ai participé à un ouvrage qu'avait souhaité faire une dizaine d'années le préfet du Cantal sur ce qui s'est passé sur la préfecture en tant que telle. Et donc il y avait la chef du bureau des étrangers. Le bureau des étrangers, c'est toujours des sujets importants de l'administration. Et donc c'est à elle qu'échoit, quand arrive... Il faudrait peut-être juste... Voilà. Parce que je ne vais pas chanter. C'est à elle qu'échoient les questions juives. Et donc elle s'appelle, mademoiselle Lavial. Et donc mademoiselle Lavial fait c'est une fonctionnaire, elle fait ce qu'on lui dit de faire, elle fait des listes. Donc elle fait les listes des Juifs, et elle les donne, et elle sait ce qu'on va en faire. Simplement, à 5 heures, Mlle Lavial sort de la préfecture, elle prend son vélo, elle vient de faire les listes, elle a les adresses, elle y va, et elle dit, voilà, vous êtes sur telle liste qui sera telle chose. Et alors, le préfet apprend ça. Le préfet n'est pas très content. Et en même temps, alors le préfet s'arrange, Mlle Lavial est aussi très catholique, et ne doit pas mentir. Et le préfet s'arrange pour poser une question telle qu'on ne sait plus s'il faut répondre oui ou non. Genre, Mlle Lavial, je ne voudrais pas croire, je ne voudrais pas avoir à penser que vous avez l'idée qu'il ne faut pas faire ce que vous estimez devoir être l'esprit de ce que veut le maréchal. Alors, dire non, monsieur le préfet. Ah, je suis rassuré, Mlle Lavial. Bon, donc, vous voyez, donc c'est toujours, ces gens ne sont pas non plus... Alors moi j'ai appelé ça, je ne sais pas si... Celui-là n'était pas un tendre non plus. J'ai appelé ça une forme de résistance par procuration. Donc c'est-à-dire, et puis il ne va pas la chasser, et donc elle a été juste parmi les nations, sauf qu'à la Libération, elle est maltraitée, parce qu'elle n'est pas du tout anti-pétainiste, et donc elle n'est pas dans les mouvements de résistance. Les mouvements de résistance ne l'aiment pas, et j'ai vu aussi les dossiers, c'est vraiment intéressant les archives départementales, j'ai vu les dossiers du comité de la Libération. Et lorsqu'il s'agit, donc quand on est attaché de préfecture, le grade au-dessus, c'est directeur de préfecture. Et quelqu'un passe devant elle. Alors, sans doute parce que c'était une femme, mais donc j'ai vu le dossier de la personne qui lui passe devant, du comité de résistance. On dit, monsieur Machin n'a rien fait contre la résistance, il n'a rien fait pour non plus, d'ailleurs il n'a rien fait du tout. Donc effectivement, c'était sans doute le moyen. Mais elle, moi j'ai fait une conférence sur les justes dans le département du Cantal. C'est intéressant parce que les dessins, évidemment
elle est morte dans les années 60. Mais encore maintenant, on dit, ah oui, Mademoiselle Lavial, elle n'était pas des nôtres, vous voyez. C'est vraiment ce que dit Hannah Arendt, c'est-à-dire ces gens qui considèrent que non possumus, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je peux pas envoyer des gens à la mort. Moi, je peux pas ne pas faire mon métier. Je suis une fonctionnaire loyale, donc les listes, vous les aurez. Ensuite, je suis Mademoiselle Lavial, et ben je vais. Et donc, il y a maintenant une salle Jeanne Lavial à la préfecture du Cantal. Bon, c'est une femme, alors. Des hommes ont sans doute fait la même chose. Mais... Oui, donc, à la fin de votre prestation, vous soulignez les propos de Hannah Arendt sur la notion de bien et sur la notion de mal. Et la notion de mal et de bien dans un contexte comme l'époque 41-45 est complexe. Évidemment. Évidemment. Vous venez de le dire et de l'illustrer. C'est faire le bien et faire le mal dans ce contexte, c'est très compliqué. Évidemment. Tout le monde en joue. Ouais. Le régime dira vous n'avez qu'un seul devoir, obéir. Le régime dira quand arrive le débarquement, le discours de Pétain est tout prêt, nous n'avons pas voulu cette guerre. C'était vraiment l'idée. Le chef de cabinet de Pétain, directeur de cabinet du Moulin de la Barthette, publie en 1947 un livre qui s'appelle Le temps des illusions. C'est vraiment le régime du faire comme si la guerre n'existait pas, comme si on pouvait rester en dehors de la guerre. Il y en a qui considèrent qu'ils ne peuvent pas, il y en a qui réussissent. Et donc Pétain dit, nous n'avons pas voulu cette guerre, ce n'est pas la guerre des Français. De Gaulle dit exactement le contraire, il dit c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Et donc le discours de Pétain, c'est un discours à tous les Français, c'est un discours encore plus fort aux fonctionnaires. Et donc évidemment, et c'est c'est ce que dit De Gaulle dès le 19 ou le 21 juin 40, quand il connaît l'armistice, il dit pour signer un tel armistice, il n'y avait pas besoin du maréchal Pétain, il n'y avait pas besoin du vainqueur de Verdun, n'importe qui aurait suffi. Et c'est le fait que précisément, c'est pas n'importe qui, c'est pas Doriot, c'est pas même pas Laval, c'est Pétain, c'est l'immense prestige de Pétain, ce qui fait que les choses sont beaucoup plus complexes. Je fais en ce moment, c'est assez intéressant, je l'ai fait l'année dernière dans un lycée d'une banlieue un peu difficile, et je le fais cette année au lycée Louis-le-Grand, qui n'est pas un lycée d'une banlieue assez difficile. Un exercice de ce qu'on appelle l'histoire contrafactuelle. C'est un truc un peu à la mode, où on prend l'histoire et on change un événement. L'événement est facile à changer. Le maréchal Pétain meurt de maladie en janvier 40. Il est donc un héros absolu. La grande place est ici la place Philippe Pétain. Et donc, que se passe-t-il si Pétain... Donc, il y a le gouvernement part à Alger, la France est occupée, il y a un gouvernement fantoche, comme il y a eu en Norvège avec Quisling, ou en Belgique avec les secrétaires généraux. Pétain repose aujourd'hui au milieu de ses hommes à Verdun. Et que fait la police française face aux rafles? Et dans le petit scénario que j'ai proposé aux élèves, ils ont 16 ans, j'ai dit, peut-être que la police française se dit, mais pourquoi est-ce que nous, on arrêterait ces gens qu'on ne connaît pas, pourquoi on arrêterait ces enfants? Et donc, l'épuration dont on parlait tout à l'heure est plus simple, c'est l'épuration de ceux qui ont collaboré franchement, sciemment avec l'occupant nazi, et c'est les quelques cas, comme vous dites, où la distinction entre le bien et le mal, du coup, devenue plus facile, parce qu'il n'y a pas cette fonction de légitimation, à la fois par un gouvernement et par le gouvernement de Pétain. Donc vous voyez, ces exercices à condition de ne pas faire n'importe quoi. Et j'explique bien que le négationnisme n'est pas la même chose que cet exercice d'histoire contrafactuelle, mais c'est ce que dit Hannah Arendt. Nul ne peut juger, on n'a pas à juger, je crois que j'ai mis dans ce papier, y a-t-il lieu de s'en étonner, de s'en indigner? Peut-être, mais là n'est pas la question. En tout cas, pas celle que se pose l'historien. Pour lui, il n'y a qu'une chose à faire, comprendre. Donc c'est essayer de comprendre. Comprendre, c'est aussi comprendre les dilemmes. Et faites aussi, il ne faut pas, au moment
du procès de Maurice Papon, les gens m'ont dit « mais comment est-ce que tu as pu accepter ?» Parce que Papon m'a félicité à la fin. Il m'a dit « oui, c'était pas mal, j'aurais des petits trucs à faire, mais c'est tout juste s'il ne me prenait pas à son cabinet. » Donc mes copains me disent « mais enfin, comment tu as pu accepter ?» Je dis « écoutez, deux choses. D'abord, c'est pas Adolf Hitler, il ne faut pas exagérer. Et deuxièmement, moi, j'y étais pas. J'ai fait mon boulot, j'ai dit « je pense que c'était comme ça. » Et lui qui y était dit « oui, oui, monsieur a raison, c'est à peu près comme ça. » J'étais content, quoi. Je veux dire, c'était ma deuxième soutenance de thèse. D'abord, si on travaille sur cette époque-là ou sur d'autres, c'est aussi qu'on se demande comment les choses se seraient passées. Moi, je suis fonctionnaire, donc je comprends aussi d'une certaine manière les logiques, la force de ces logiques. Cette réunion sur le statut des Juifs, c'est frappant comme elle ressemble dans sa forme, dans ses jeux de rôle, dans ses prises de parole, dans ses positions, dans ces jeux de pouvoir, quel ministère est plus puissant que tel autre, quels arguments sont sortis, comme elle ressemble à ce que je connaissais sur des sujets évidemment beaucoup plus simples et plus légers et prêtant moins à conséquences. Mais évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas. Et que l'historien dise « je ne sais pas », au fond, c'est normal. J'imagine, mais je ne sais pas. Je propose. Puisque vous parliez des préfets, le préfet Castaing, à la fin de la guerre, quel rôle il avait? Je ne sais pas. Il était préfet où? Après, il est dans la ville. C'est un préfet de Vichy? Oh non, pas Castaing. Mais c'est un préfet de quelle époque? Je pense 44-45. Ah, 44-45, Il a fini le préfet de police. il faut dire les mois. Il faut dire les mois, parce que... Dans la Nière, en 41, c'est Fleury. Non, mais il y en a un. C'est Robert Fleury. Non, mais vraiment, comme j'ai dit à Madame Muller, je ne connais pas la situation locale. Hein, moi, je ne peux vous proposer qu'une grille générale. En plus, Il a fini préfet de police dans les années 50. Non? Tant mieux pour lui. Tant mieux, c'est une belle carrière. C'est déjà ça. Madame? En 1940 et un peu après, il y avait la zone, après la défaite, il y a eu la zone occupée et la Oui. zone non occupée. Oui. J'aimerais savoir si dans l'administration de l'époque, vous avez pu noter une différence dans la gestion administrative. Oui, elle est très forte. Elle est très forte. Pourquoi et comment se manifestait-elle? Parce que en zone, le gouvernement de l'État français est souverain en théorie sur l'ensemble du territoire, donc les lois qu'il prend s'appliquent en théorie sur l'ensemble du territoire, mais dans la zone occupée, l'autorité d'occupation peut également prendre des ordonnances qui s'appliquent. En théorie, ce ne sont que pour les mesures nécessaires à la sécurité des troupes d'occupation, mais à partir du moment où ce régime considère que tout juif est une menace par sa seule existence, le régime l'étoile jaune, par exemple, est une mesure allemande qui ne s'applique pas en zone sud. Et donc, évidemment, la présence, ne serait-ce que la présence physique d'un appareil d'occupation, d'un appareil aussi militaire, et à partir de printemps 1942, ce sont les SS qui prennent cette responsabilité, cette présence pèse énormément sur l'administration de zones occupées. Donc, d'une certaine manière, l'administration et le régime est plus libre de faire. La Légion dont je vous ai parlé n'existe qu'en zone sud. Je préfère dire la zone sud que la zone libre, mais enfin on peut dire la zone libre. J'ai dit non occupée. Oui, ou non occupée, la zone nono, comme on disait à l'époque. Mais évidemment, en zone occupée, l'existence même est à ce point que Vichy, pardon de dire Vichy, Vichy, le gouvernement de l'État français a une espèce d'ambassadeur à Paris, vous voyez, qui doit négocier avec les Allemands mesure par mesure pour qu'ils laissent faire. Et c'est toujours pareil, ils ont eux des armes et une présence, donc ils peuvent véritablement empêcher les choses. Oui, madame. Que deviennent les conseils municipaux? Supprimés. Il y a une loi de décembre 1940 qui remplace l'élection par la nomination par le préfet en dessous d'un seuil et par le ministre
au-delà d'un certain seuil. Donc soit on laisse les gens en place s'ils conviennent, soit on fait ce qu'on appelle des délégations spéciales, où on nomme qui on veut. Avec, dans cette loi de décembre 1940, par rapport à la question de madame tout à l'heure, une innovation intéressante. C'est la première fois en droit français qu'on impose la présence d'une femme. Les conseils municipaux doivent, je pense plutôt pour les villes, doivent tous comporter une femme chargée des questions d'assistance, enfin, ce qui traditionnellement relève de l'image qu'on associe aux femmes, questions d'assistance, d'éducation. Donc c'est la première mesure, c'est intéressant hein, quand même, avant même le droit de vote des femmes, première mesure qui impose, qui crée une discrimination positive, si on peut dire, en faveur des femmes. Ça, je ne suis pas sûr que ça figure dans beaucoup de manuels féministes, mais c'est de fait ce régime-là qu'il a créé. Oui ? Oui, vous dites que bon, il est évident que Paris était en zone griffée. Comment il se fait que la rafle du Veldiv ait été faite par des policiers français et non pas allemands? Ben, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est parce que les Allemands disent aux Français vous voulez des armes, vous voulez qu'on vous aide, donc montrez-nous qu'on peut vous faire confiance. Et précisément, dans mon hypothèse de fausse histoire, d'une France occupée sans Pétain, et donc sans doute sans gouvernement local, ou sans vrai gouvernement, et donc sans doute sans armistice, avec capitulation et sans armistice, l'ordre, les Allemands auraient pu arrêter, mais ils n'étaient pas assez nombreux, donc l'ordre aurait été donné à la même police française et à la même gendarmerie française. Sans doute cet ordre venant de l'ennemi, de l'occupant, aurait été peut-être, hein, c'est une histoire par définition au conditionnel passé, aurait été plus difficile à mettre en œuvre que... Mais bon, on n'en sait rien. Ceci dit, moi je connais quelqu'un qui a survécu, qui avait 4 ans au moment de l'arrestation de ses parents et de sa sœur, à Paris 11e, 42, et là, il est arrêté, donc les parents, les 2 enfants, et une voisine de palier ouvre la porte et dit au policier, vous n'allez quand même pas emporter les enfants. Le policier dit, vous les voulez, prenez-les. 1 seconde. Il est sauvé en 1 seconde. Ensuite, il dit, il n'y avait pas d'enfants, voilà. Vous voyez, c'est incroyable. Et ce policier, c'est sans doute pas... Je sais pas qui c'est, je ne sais pas s'il a été résistant, je ne sais pas. Il l'a fait. Et dans la zone libre, est-ce qu'il y avait des rafles de juifs? Bien sûr. En août 42, pas un Allemand, et bien sûr. C'est un des problèmes. Monsieur? Quelques juifs sont revenus Oui. des camps de concentration. Ils ont été très très surpris de retrouver les mêmes policiers à l'hôtel Lutetia que ceux qui les avaient raflés. Vous savez, sur un sujet moins tragique, mais quand même, qui est l'arianisation économique, donc la spoliation, évidemment le gouvernement provisoire annule cette loi et donc il faut défaire et on garde les mêmes. On dit c'est vous qui connaissez les dossiers, ben, vous allez reprendre les dossiers, vous allez faire l'inverse. Le problème c'est qu'il n'y a plus grand monde à qui rendre parce qu'ils sont tous déportés et morts. Mais on garde les mêmes, on change le chef, c'est plus le commissariat, ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, service de restitution des biens spoliés, c'est les mêmes agents. C'est pour ça l'histoire c'est pas non plus une leçon de morale, hein. Elle n'est pas faite pour ça et elle ne se passe pas comme ça. Achetez donc ces livres merveilleux, vous foutillez. N'en achetez pas trop parce qu'il n'y en a pas tellement, monsieur le libraire. Il prendra les commandes, voilà. Je vais me déplacer avec mon stylo là-bas. Il n'y a plus de questions.